Les traditions des peuples arabes, le christianisme est la codification des traditions des peuples judéo-chrétiens. Nous avons aussi la religion ancestrale négro-africaine, qui est d'ailleurs la première religion du monde, de l'humanité. Une religion pleine de sagesse, qui n'a jamais été égalée en sagesse. Et nous allons, à travers 3 évidences, prouver que nous avons une religion la plus vieille, la plus sage, et que nos ancêtres avaient la meilleure perception du Créateur. Les 3 évidences sont d'abord l'évidence scientifique. Moi, j'ai une fascination, en même temps, je suis un peu intrigué par des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Puisque tout dans la vie concourt à faire croire à l'existence d'un Créateur. Et nous, nos ancêtres négro-africains, sur la terre, ils se sont posé la question, évidemment, d'où vient la vie, pourquoi nous sommes sur terre et quelle est notre destinée après la mort. Et ils ont trouvé les réponses les plus satisfaisantes à ces questions-là. Alors, ils ont observé la nature, fantastique qu'elle est, complexe qu'elle est. Ils se sont dit, tout ça, ça ne peut pas provenir de rien. Donc, il a bien fallu un créateur de tout ça. Et l'humain, avec la petitesse de son esprit, ne pouvait pas trouver la réponse à tout ça, à ces questions-là. Puisque la nature du cerveau humain n'est pas capable de conceptualiser la grandeur de la création. Parce que tout récemment, des chercheurs de la NASA nous ont dit qu'ils ont découvert une planète qui serait située à 1400 km, 1400 années-lumière de la Terre. Vous imaginez la vitesse de la lumière? La lumière doit parcourir une distance de 1400 ans pour parcourir cette planète-là. Donc, le cerveau humain ne peut pas conceptualiser cette distance. Et donc, quand on regarde la Terre, le Soleil, la Lune, toutes les planètes, notre galaxie, des milliers de galaxies, c'est impossible que tout ça existe en harmonie et qu'il n'y ait pas de créateur. Donc, les ancêtres ont trouvé que tout ça a été créé par un créateur. Mais ce créateur-là, il n'a pas une forme humaine comme les religions dites révélées nous ont fait croire. Le créateur, c'est quoi pour nos ancêtres? Le créateur, c'est une force vitale. Dieu est une force vitale, c'est une énergie pure, pure au comble de la pureté. Dieu, c'est une force vitale, juste au comble de la justice. Donc, ça, scientifiquement, on ne peut pas contester l'existence du Créateur. Donc, nos ancêtres étaient des scientifiques. C'est par l'observation du cosmos, de l'univers, qu'ils sont arrivés à l'existence d'un Créateur. Deuxièmement, il y a l'évidence historique. Tous les scientifiques sérieux sont maintenant d'accord que l'humanité est née en Afrique. L'humanité, effectivement, est née en Afrique parce que les chercheurs, les historiens, les anthropologues ont prouvé que l'homme est né en Afrique et y a vécu pendant plus de 130 000 ans avant de mettre pied sur les autres continents. Donc, si l'homme est né en Afrique, il va de soi que les premières questions que l'homme s'est posées, ce sont des questions posées par les Africains. Il va de soi que la science a été initiée dans tous ses aspects par les Africains. Et aujourd'hui, nous avons la conviction que les scientifiques grecs qui sont venus en Afrique étudier. Et la civilisation européenne est basée sur l'Antiquité grecque.
Mais les savants grecs, les philosophes, les religieux sont tous venus en Afrique pour apprendre la science, pour apprendre la religion. Mais cela, on ne dit pas, tout simplement parce qu'il y a escamotage de l'histoire. Voilà. Ça, c'est bien dit. Tous les scientifiques sérieux. Vous entendez? Sabotage de l'histoire. Ils ont saboté l'histoire, comme ils ont saboté l'histoire de l'esclavagisme. L'homme blanc a caché l'histoire réelle. L'Allemagne, où il y a pas mal de parents africains qui vivent. Mais l'Allemagne a tellement le sang du peuple noir sur ses mains. La conférence de Berlin, 1884-1885, le partage de l'Afrique. La conférence de Berlin, 1884-1885, dedans, il y a des traités avec l'ONU. L'ONU, l'organisation de la mort. L'ONU tue immensement au Congo RDC. L'ONU, ce sont que des multinationales déguisées en uniforme de l'ONU pour tuer le peuple en RDC. Pour les pillages du cobalt, pillage du coltan, pillage du tantale et pillage de l'uranium et différentes sortes de minéraux. L'homme blanc est spécialiste dans le mensonge. La Bible, ils ont utilisé ce livre spirituel pour détruire la conscience, le savoir de l'homme noir. L'homme noir a oublié qu'il était le premier être humain sur la terre, créé par Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu bête. Si Dieu a créé l'homme noir, il a mis toutes choses en Afrique. Mais il sait pourquoi. Mais l'homme noir est contrôlé par l'homme blanc. Pourquoi? À partir des religions. La religion, c'est la clé numéro 1 que l'homme blanc a pu détruire la conscience de l'homme noir et il contrôle l'homme noir dans tout sens, là où ce qu'il veut. L'homme blanc, spécialiste dans l'esclavagisme, spécialiste dans le mensonge, l'homme blanc. Et les religions que l'homme blanc a amenées en Afrique, mais ces religions-là, est-ce que l'homme blanc rentre dans les églises? Est-ce que l'homme blanc connaît qui est la Sainte Vierge Marie? Non, il ne connaît pas. Car l'homme blanc, lui, c'est les plans pour savoir où est-ce qu'il y a immensément des minéraux pour exterminer le peuple noir. Non, l'homme blanc est fort. Il est fort dans le mensonge. Il est fort. Avant de passer à autre chose très très fort, il faut un peu quelque chose de réel. Parce que l'homme blanc, non, il est fort. Il est fort dans le mensonge. Il est trop fort. Non, l'homme blanc est fort. Il est fort. Ah! Spécialiste dans le mensonge. L'homme blanc utilise la Bible, la parole de Dieu, pour exterminer le peuple noir. Ils utilisent la même Bible pour les pillages des minéraux en RDC, les pillages des minéraux au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Tchad. L'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. La Bible. Non, ils sont forts.
les Africains rentrent dans les églises et ils prient, hein. 8% Sassou Nguesso, tueur du peuple congolais, ils rentrent dans l'église catholique. Tapis rouge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donne-nous la possibilité de massacrer immensément le peuple du Poul et le peuple de toute la surface du Congo-Brazzaville. Hippolyte Kanambe, Rwandais Tutsi, spécialiste dans le crime, il rentre dans les églises catholiques. Il rentre chez les faux pasteurs, églises de réveil. Dès qu'il voit la statuette de la Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, c'est moi Hippolyte Kanambe. Je sais que toi, tu n'es pas la vraie Sainte Vierge Marie, mais tu n'es que la sirène des eaux. L'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Il a bien eu l'homme noir avec les religions importées. Il a tenu l'homme noir. L'homme blanc dit aux hommes, les hommes des oppositions gabonaises et congolaises, et camerounaises et togolais, il leur dit ceci: vous voulez être président? On va vous aider. Mais devenez des francs-maçons, devenez des Illuminati. L'homme noir, tellement il est convaincu de l'homme blanc. L'homme blanc lui a fait lavage de cerveau. Avec la Bible, lavage de cerveau. Alors, on lui dit, deviens franc-maçon, il accepte. Deviens Illuminati, il accepte. Après, on lui dit, tourne-toi. Baisse ton pantalon, baisse ton short. Il dit, mais c'est quoi ça? Tais-toi. Frottage des fesses. On le baptise. Les multinationales, tous en Afrique, des homosexuels, des pédophiles. Car ils aiment beaucoup les enfants qui traînent dans les champs des mines. Les multinationales, tous des criminels. Voilà. Ça, c'est pour les multinationales. Maintenant, nous allons passer sur le système capitalisme. Hein? Nous allons voir quelque chose de très, très important. Parce que la vérité triomphera. Hein? Après, le capitalisme, nous irons au Vatican. Parce que le Vatican joue immensement bien le billard pour la destruction de l'Afrique. C'est très important. Hein? La vérité triomphera. Car toute vérité vient de Dieu. Le Dieu africain, il n'est pas dans des conférences. Hein? Dans des conférences, les papiers. Non. Mensonge. Le tien est là pour ouvrir les yeux grandement du peuple noir. Car le peuple noir a été abruti. Il est devenu idiote, de plus en plus. Convaincu de l'Élysée, convaincu des États-Unis, convaincu de la Belgique. La Belgique qui ont tué Patrice Lumumba. Avec la complicité de toute la communauté internationale bordélique de mer. Comment l'homme noir peut suivre derrière ceux qui ont fait le code noir de l'esclavagisme? Non, l'homme noir, il y a un problème. On a traumatisé l'homme noir avec la Bible, avec les églises de réveil, avec les églises catholiques, qui ne sont que des sièges satanistes. Oh non, l'homme blanc. Non, tu es fort l'homme blanc. Tu es fort l'homme blanc. Fort dans le mensonge. Tu es trop fort. Ah! L'homme blanc. Mensonge. Abomination, l'homme blanc. Pédophile, l'homme blanc. Menteur, l'homme blanc. Assassin, l'homme blanc. Il est tellement fort, l'homme blanc, pour le mensonge.
Now you're looking. No, you taking, you bring before over room. You never leave there. I'm so you bring that. You never leave down there. Des courbes exponentielles. C'est moi que je vous avais dit en 98 que 25... Et tout de suite. Jeremy Rifkin, bonsoir. Vous êtes le... Passons, si vous voulez bien, de bonnes nouvelles. L'un des intellectuels américains les plus lus dans le monde nous annonce qu'on va peut-être aller vers moins d'inégalités, vers une démocratisation de l'économie mondiale, vers une société écologique durable. Il s'appelle Jeremy Rifkin, il arrive sur ce plateau et c'est une star, comme vous pouvez le constater tout de suite. Jeremy Rifkin, bonsoir. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de best-sellers traduits en plus de 35 langues, comme La fin du travail, L'âge de l'accès ou La troisième révolution industrielle, qui vous ont valu la considération des grands de ce monde, puisque vous avez conseillé, dit-on, Angela Merkel, Zapatero, Barroso, Romano Prodi. François Hollande vous a reçu pendant sa campagne présidentielle. Aujourd'hui, vous publiez un nouveau livre intitulé La nouvelle société du coût marginal zéro. Un titre pas très sexy, hein, mais qui a déjà de grands retentissements, puisqu'il annonce rien moins que la fin du capitalisme, ou du moins son éclipse. Alors pourquoi va-t-il être éclipsé, le capitalisme? À votre avis, c'est quoi ce coût marginal zéro? Nous commençons à voir les contours d'un nouveau système économique qui arrive sur la scène mondiale. Ça s'appelle l'économie du partage, les communaux collaboratifs. Et ce nouveau système économique, c'est le premier que l'on voit depuis que sont arrivés le capitalisme et le socialisme au XIXe siècle. C'est donc un événement remarquable. L'économie du partage, elle se développe aux côtés du capitalisme. Parfois, ils collaborent, parfois, ce sont des rivaux. Le capitalisme ne va pas disparaître, mais il va être totalement transformé à cause de ce nouveau système économique. Et je dirais qu'au milieu du siècle, le capitalisme va comprendre à développer cette nouvelle économie. Et ça ne sera plus l'arbitre de la vie économique. Il devra partager la scène avec ce nouveau système. Et l'agent catalysateur, c'est très intriguant, c'est le coût marginal zéro. Le coût marginal, c'est le coût de la production d'une unité additionnelle, d'un bien ou d'un service, après qu'on ait remboursé les frais, les coûts fixes. Moi, j'enseigne à Wharton, c'est la plus ancienne école de commerce. On enseigne aux capitalistes, en fait, à trouver de nouvelles technologies, réduire les coûts, vendre des produits moins chers et ramener du profit pour les investisseurs. Dans toute l'histoire du capitalisme, personne n'a jamais anticipé qu'il y aurait une révolution technologique de la productivité qui réduirait les coûts marginaux à zéro, qui rendrait les biens et les services quasiment gratuits et qui ne seront plus soumis au profit. Et nous le voyons déjà, ça s'appelle l'Internet de la communication. Au cours des 14 dernières années, les industries entières ont fait faillite. Sans qu'on en parle, des centaines de millions de jeunes ont commencé à produire et à partager leur propre musique sur les communautés collaboratives. Ils l'ont partagé à un coût marginal zéro. Des centaines de millions de jeunes commencent à produire leurs vidéos sur YouTube. Pas de copyright. L'économie partagée. Des centaines de millions produisent leur blog d'information. Ils contribuent leur savoir à Wikipédia. Tout ça à un coût marginal zéro. Dans une économie partagée. Des industries entières se sont écroulées.
certaines des plus grandes entreprises intégrées verticales du XXe siècle sont écroulées. L'industrie discographique, le film, la télévision, frappé de plein fouet, l'édition, les journaux, les magazines sont banqueroute. C'est vraiment un défort extraordinaire. Et on n'a pas encore vu l'impact total de ce coût marginalisé et l'introduction d'une économie de partage et d'économie collaborative. En fait, ce qui se passe déjà dans des fragments de l'économie mondiale, comme la musique, l'industrie du disque par exemple, ou dans l'information, vous pensez que ça va bientôt atteindre l'énergie, par exemple? Il va y avoir un Internet de l'énergie, vous l'annonciez déjà dans la troisième révolution industrielle. C'est intéressant parce que d'autres industries ont dit, ben là il y a un firewall, un mur, et le phénomène du coût marginal zéro, bien sûr ça va réduire ou ça va mettre à zéro quelques industries, mais ça ne passera jamais dans le monde physique. Ce que je dis dans mon livre, c'est que ce firewall est détruit. Ça s'appelle maintenant l'Internet des objets. L'Internet, l'Internet de la communication se transforme en un super Internet des objets et en convergence avec les sources d'énergie renouvelable, un Internet de l'énergie renouvelable et un Internet de la logistique, de transport. Ces trois Internets dans le même système, c'est l'Internet des objets. Il relie chaque machine du genre humain. D'ici 2030, il y aura 100 milliards de capteurs qui vont nous relier dans un Internet mondial. Regardez ce que ça a déjà fait. Prenez l'énergie renouvelable en Allemagne. Il y a maintenant une révolution là-bas. 27% de l'électricité est produite par le solaire et l'éolien. Ça sera 35% de l'électricité en 2020. Et les coûts fixes de cette énergie solaire et éolienne sont sur la même courbe exponentielle que l'informatique. Ça coûtait 70 $ à produire un watt solaire. Aujourd'hui, ça coûte 66 centimes. Ça va arriver à zéro. Ce qui est intéressant en Allemagne, c'est qu'une fois qu'on a payé pour les panneaux solaires et que les turbines éoliennes, l'énergie est gratuite, le soleil n'envoie pas de facture, il faut que le panneau solaire soit propre. Le vent n'envoie pas de facture, il faut que l'éolienne continue de fonctionner. La chaleur géothermique n'envoie pas de facture, il faut que la pompe à chaleur continue de fonctionner. Mais qui produit cette électricité? Les 4 grandes sociétés d'énergie, BMW, Tel, E.ON, ces géants, ces compagnies géantes du XXe siècle, ils ont eu le même destin que l'industrie du disque, de la télévision, des journaux. Des millions de petits acteurs, des propriétaires, des PME, PMI, créent des coopératives d'énergie, des partages, reçoivent des prêts à faible taux des banques, produisent de l'électricité selon un système démocratique, et les grandes sociétés ne produisent que 7% de l'énergie renouvelable. Qui aurait jamais pensé que les grandes sociétés de l'énergie, ces géants mondiaux, succomberaient en 5 ou 7 ans? Et maintenant, on le voit avec l'impression 3D, à 3 dimensions. Alors, ici, il y a toute une jeune génération. Je vous interromps pour l'impression 3D, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus souvent, Jeremy Rifkin, mais il se trouve qu'en France, le premier qui nous en a parlé pour nous, c'est Hergé, le créateur de Tintin, ou plus exactement, c'est le professeur Tournesol, qui inventait l'imprimante 3D, ou son équivalent, en 1972, dans un dessin animé, Tintin et le lac aux requins. Je vous propose de regarder la première imprimante 3D inventée par le professeur Tournesol. Quel étrange appareil, professeur! Voilà, je place la pâte ici. Les modèles, là, il ne reste qu'à brancher le courant. Vous voyez comme la pâte se transforme? Et hop! Merveilleux! Des chapeaux d'œufs. Félicitations, professeur. Oh oui, je dirais même plus, professeur et chapeau. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser les reproductions. Alors on voit bien qu'on va pouvoir reproduire un certain nombre d'objets, néanmoins Jeremy Rifkin, il va bien falloir les produire une première fois, ces objets. Et là le capitalisme demeurera. Pour faire la première voiture, la première fusée, il faudra bien qu'il y ait des mises de fonds du capital et du capitalisme. Et puis il y aura aussi la nourriture qu'on ne peut pas dupliquer numériquement, les parfums, les cravates en soie, les chevaux de course, tout ça, il faudra bien continuer de les acheter.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui ont un hobby, il y a des petites coopératives qui produisent maintenant leurs produits imprimés en 3D dans leurs petites usines, à un coût marginal zéro, parce qu'ils partagent les logiciels à coût zéro. Il n'y a pas de copyright sur les logiciels. Vous savez ce qu'ils utilisent comme matière première? Des ordures, du papier recyclé, du plastique recyclé, du métal recyclé. Ils les fondent et le logiciel fait couche par couche un produit fini à 3 dimensions avec des pièces qui puissent bouger. Et ils font l'énergie pour ces imprimantes 3D, c'est l'énergie renouvelable à coût marginal zéro. Et ils commencent à prendre à livrer ces petits produits dans des véhicules électriques. Et là aussi, l'énergie coût marginal zéro. Vous savez quoi? Ces véhicules vont être imprimés dans quelques années. La première voiture imprimée en 3D a été annoncée cette semaine. Ça sera en production d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, ces véhicules n'auront plus de conducteurs dans quelques années. Nous avons déjà sur les routes californiennes des véhicules sans conducteur. Tout cela a un coût marginal zéro. Imaginez ça. Vous savez, le président Obama veut que chaque école ait son imprimante 3D. Et dans quelques années, chaque gosse de 6e aura une imprimante 3D. Ils vont être là à l'école, toute une génération de centaines de millions d'enfants qui sauront créer des produits en 3D, les partager par un Internet de l'énergie et un Internet de la logistique, tout comme aujourd'hui on crée de la musique et des vidéos. Et l'industrie ne peut pas être en concurrence avec des centaines de millions d'enfants qui grandissent. John Rifkin, en gros, vous nous annoncez la fin, plus ou moins brève échéance, de la propriété privée, du profit, des échanges commerciaux. Regardez la voiture, c'était le pilier de l'économie du XXe siècle. Aujourd'hui, la génération du millénaire qui a grandi avec Internet, ils ne veulent pas posséder une voiture. C'est des histoires de papy et mamie, ça. C'est vieux, c'est démodé. Ils veulent avoir l'accès à la mobilité. Ils ne veulent pas avoir la propriété du véhicule. Ils passent de la propriété au droit d'accès. Des millions d'enfants maintenant, des jeunes, regardez Blablacar ici, regardez Autolib. C'est ici, ça fonctionne. Et pour chaque voiture qui est partagée, c'est 15 voitures qui sont éliminées de la production. Une étude a été menée par l'ancien patron de General Motors à Ann Arbor dans le Michigan. Il a vu qu'on pouvait, dans une ville telle que celle-là, une ville moyenne, éliminer 80% des voitures et que les 20% restants, on pourrait les partager. Il y a 1 milliard de voitures dans le monde. On pourra en éliminer 800 millions. Les 200 millions restants pourraient être partagés, fonctionneront sur des énergies renouvelables, et puis la combustible, la marginale zéro. Elles seront imprimées localement. Elles n'auront pas de conducteur d'ici 15 ans. Pensez à tout cela. Une génération qui grandit, où l'accès est plus important que la propriété. La meilleure façon de le voir, c'est les jouets. Nous avons des sites web dans mon pays, avec des jouets qui sont partagés. Vous savez, autrefois, on donnait aux enfants un jouet à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on disait, c'est à toi, c'est pas à ton frère, c'est pas à ta soeur, fais attention. Ils sont prêts à la propriété. Les nouveaux parents vont sur un site web avec des milliers de jouets partagés, prennent le jouet, le donnent à l'enfant, et disent, un autre enfant avait ce jouet avant toi, ça lui donnait du plaisir. Ils en ont pris soin parce qu'ils savaient qu'un jour, toi tu voudrais le partager, et toi tu vas en prendre soin, et un jour tu vas le partager avec un autre enfant. L'enfant apprend que le jouet n'est pas une propriété privée, c'est un accès à une expérience partagée. Ils sont prêts à partager les voitures, les appartements, les outils, tout. La nouvelle enquête Nielsen a dit que les 2 tiers de la nouvelle génération veulent l'accès, ils ne veulent pas avoir la propriété. Ça, vraiment, ça commence à une échelle majeure. Vous êtes séduit par les perspectives de John Rifkin Déjà, très largement une réalité, pour ce qui est des vacances, par exemple, des vacances partagées, ou d'échanger d'appartements. Donc c'est une réalité en marche. Vous y croyez à la fin du capitalisme? Je ne crois pas à la fin du capitalisme, mais je crois au début du partage. Marcus Gabriel? Oui, je pense que le capitalisme n'est pas un système de propriété. Hein. Ça, c'est une partie. Hein. C'est plutôt un modèle d'échange
et des valeurs. Donc le capitalisme, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Ça, c'est le capitalisme. Et partager ne change rien sur ce plan-là. Hein. Je pense que c'est plutôt un capitalisme d'accès et accéléré. Donc c'est plus de capitalisme plutôt que moins. En fait, ça passe d'une économie d'échange basée sur le manque, la pénurie, à une économie basée sur l'abondance. Le capitalisme, je le répète, il ne va pas disparaître. Nous avons une centaine de sociétés capitalistes qui travaillent avec nous. En France, on refait tout le Nord-Pas-de-Calais pour l'instant. Mais le capitalisme qui réussit va se transformer et devenir un agrégateur des services qui font fonctionner ces communaux collaboratifs. Mais ça devra être réglementé pour avoir de la transparence, neutralité des réseaux, éviter que l'on pille nos données. Donc il y aura une grosse bagarre dans les années à venir. Mais je pense que finalement, on verra beaucoup plus une démocratisation de la vie économique, où tout le monde va commencer à pouvoir produire et partager avec les autres. Et ça agrandit l'esprit d'entreprise. Et c'est aussi une économie de partage, aider les uns les autres. Je ne pense pas que ce soit une utopie, mais je crois que c'est un meilleur chemin que celui que nous avons pris pour l'instant, qui oppose les riches et les pauvres, et qui accroît le chômage, et qui crée un changement climatique. On peut créer ici une meilleure société pour nos enfants. Et j'espère que la France va pouvoir y diriger cette révolution. Moi, je ne crois pas non plus à la fin du capitalisme, je crois à sa métamorphose. Et il faudrait intégrer par rapport à ça la nécessité absolue de l'écologisation sur 10, 20, 30 ans de tout, agriculture, industrie, transport, et c'est pas complètement cohérent. Quant à la ligne de partage entre le besoin de propriété et puis l'acceptation de l'accès partagé, oui, je pense que la ligne va bouger. Et je ne pense pas qu'elle fera disparaître complètement le besoin de propriété. Mais ça peut être dans un rapport complètement terrassé, donc plutôt une combinaison en fait. Deux questions. Nous entrerions plutôt dans une nouvelle phase du capitalisme que dans une fin du capitalisme. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va accentuer, parce que ce que vous dites effectivement de cet âge de l'accès, accentuer les fractures que l'on constate déjà entre différentes régions du monde? Je ne vois pas comment les régions les plus pauvres du monde actuellement pourraient accéder à cet accès, justement. Écoutez, en fait, ils vont le faire. Une des raisons pour laquelle il y a de l'inégalité, c'est que... Ah là 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 là. Oh là 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 là. Wise words there. Claire Marchwood, thank you very much for joining me as well, and safe haven as well. Thank you. The so-called Islamic State has claimed responsibility for a suicide attack in Kabul that killed 34 students. The deadly bombing took place yesterday in the Shiite area of the Afghan capital. 57 people injured in a suicide bomb attacked the building where students were studying for their university entrance exams. In severe flooding in the southern Indian state of Kerala has killed at least 73 people. 85,000 people have been displaced as a result of the torrential monsoon and strong winds that battered the region with the past. Pour laquelle il y a de l'inégalité, c'est que notre communication, énergie et transport est basée sur les énergies fossiles. On entend que dans quelques endroits du monde, ça nécessite des entreprises intégrées verticalement pour pouvoir les raffiner, les mener jusqu'à chez nous. Mais dans le nouveau monde dont je parle, le soleil est partout, le vent est partout, la chaleur géothermique est partout.
Et nous allons voir des millions de gens produire leur propre électricité verte et la partager les uns avec les autres dans les communaux collaboratifs. Et ça change la vie quand vous passez d'un système où une poignée de grandes sociétés et de gouvernements contrôlent l'énergie de la planète à une autre société où des millions et des millions de gens peuvent produire leur propre électricité. Et ça commence à se faire. Je pense que c'est une révolution. Bien sûr, le capitalisme ne va pas disparaître, mais ça ne sera plus l'arbitre unique de la vie économique au XXIe siècle. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils partagent. Et c'est pas ce que chaque parent voudrait pour ses enfants. Mais vous prévoyez ce changement pour 2060. Est-ce que ça n'est pas un peu tôt? Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste? C'est un peu lent. Je pense que regardez un petit peu les communications. Non, mais regardez, c'est les courbes exponentielles. Si moi je vous avais dit en 98 que 25 ans après, 40% du genre humain produirait et partagerait de la musique, de l'information, de la connaissance, des vidéos, et que des industries entières auraient fait faillite, j'aurais dit c'était absurde. Ce que je dis, c'est que la même courbe exponentielle est là pour l'énergie renouvelable et les produits imprimés en 3D et le partage des voitures. Ça prendra 20-25 ans pour mettre le réseau et la logistique de l'énergie pour ce nouveau réseau, cette nouvelle révolution de la troisième révolution industrielle. Ça sera une bagarre. Les anciennes industries vont tenter de l'empêcher, vont tenter de la monopoliser et essayer de ne pas garder la neutralité. Mais ça sera une bagarre, mais une bonne bagarre, parce que ça nous amènera à l'étape suivante de l'humanité. Il ne faut pas rester au XXe siècle, il faut aller au XXIe siècle. Et que les jeunes qui ont grandi dans un monde numérique, c'est leur tour de rendre cela réel. Et j'espère que la France y sera. Merci Jeremy Rifkin, merci tous les 6 d'avoir participé à cette émission. On se quitte évidemment en musique avec Julien Doré. Son album Love s'est vendu à 200 000 exemplaires. Il est en tournée actuellement dans toute la France. Et c'est vraiment pour le plaisir qu'il nous interprète ce soir un des extraits de cet album. Pour la première fois d'ailleurs, vous l'interprétez à la télévision. Le morceau s'appelle Corbeau Blanc. Julien, c'est à vous. Écoute. Voilà. Donc nous avons suivi. La vérité a été dite. Maintenant, nous allons aller au Vatican. Après le Vatican, nous reviendrons sur les vrais trucs. Parce que c'est important. Bonjour et bienvenue à tous. Que vous soyez chrétien ou non, croyant. Que vous soyez chrétien ou non, croyant ou non, je vous promets que vous serez peut-être choqué de voir cette vidéo qui révèle 10 choses que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. La mort de Jean-Paul I. Un des plus grands mystères non résolus est celui de la mort de Jean-Paul I. Il a été trouvé mort après seulement 33 jours de pontificat et aucune autopsie n'a été réalisée sur son cadavre. En fait, le Vatican a été lié à la mafia et au crime organisé pendant plusieurs années. En 1982, le président de la Banque du Vatican a quitté son poste et son titre après avoir été exposé au grand public à cause de ses liens avec la mafia, justement. Il n'a jamais fait l'objet de procès, même s'il a été suspecté de plusieurs meurtres, dont celui de Jean-Paul I. Le couvent de la Madeleine.
En Irlande, l'Église catholique a créé une maison de femmes pour accueillir les femmes dites perdues, qui étaient en fait juste des femmes qui avaient eu des relations sexuelles hors mariage. Seule une minorité de femmes qui étaient admises dans ces maisons étaient des prostituées. Même si au départ, l'idée était surtout de les accueillir puisqu'il leur était impossible de se trouver un emploi, les maisons ont rapidement dégénéré. Elles étaient gérées par 4 groupes de sœurs qui faisaient subir aux femmes perdues de nombreux châtiments corporels et qui les faisaient travailler dans les laveries en leur donnant un minuscule salaire. L'Église catholique ramassait la grande partie des profits du travail de ces femmes, et quand ces pauvres femmes mouraient, elles étaient enterrées et leurs familles n'étaient pas contactées. En 1993, 155 corps ont été trouvés dans une énorme tombe au nord de Dublin. On estime que 30 000 femmes ont séjourné plus ou moins longtemps dans ces asiles. Les castrats. Depuis très longtemps, les dirigeants du Vatican, prêtres, évêques et le pape lui-même ont accompli des actes horribles. Les castrats, par exemple, étaient de jeunes chanteurs qui subissaient la castration pour empêcher qu'ils ne développent pas des hormones mâles et puissent ainsi garder leur voix aiguë et si délicate. Ainsi, l'allongement des cordes vocales d'environ 60% qui fait baisser la voix des garçons n'a-t-il pas lieu après la castration? Le larynx ne grandit pas, tandis que la capacité thoracique, au contraire, croît amplement, parfois démesurément. L'existence même des castrats suscitait de vives controverses au sein du Vatican, car la castration de jeunes enfants restait un acte ignoble et officiellement condamné par l'Église. Mais les castrats avaient une voix extraordinaire, et puisque les femmes n'avaient pas le droit de chanter lors des messes, la demande du public et des fidèles de l'Église fut telle que l'on mit en place des structures officielles pour former ces enfants, les conservatoires. Des parents n'hésitaient pas alors à faire mutiler leurs enfants pour subvenir à leurs besoins et offrir à leur progéniture une vie meilleure. On n'hésitait pas à trouver un prétexte médical pour opérer. Chute de cheval, hernie inguinale. Même si les suites de l'opération étaient souvent fatales. Les archives donnent entre 20 et 80% de décès selon les praticiens. Pour ceux qui survivaient à l'opération, et donc la voix était à la hauteur des espoirs des maîtres de chant. La fortune était assurée. Ils se produisaient dans les théâtres dans toute l'Europe. Ils étaient prisés par la royauté d'Espagne, de France et d'Angleterre. Les compositeurs leur proposaient des rôles héroïques dans les opéras. Ils étaient adulés comme des rockstars et ils avaient aussi un succès certain auprès des femmes. Les castrats ne pouvaient pas se reproduire, mais avaient une vie sexuelle tout à fait normale. Il n'y avait donc aucun risque pour les femmes adultères. La pornographie pour tout le monde. Cette fois, le scandale prend source en Allemagne, la mère patrie de Benoît XVI, et met en cause la maison d'édition Weltbild, qui appartient au diocèse allemand. Le détail qui fait tâche, c'est que figurent au catalogue de ces publications des milliers d'ouvrages érotiques. Conclusion imparable, la pornographie, si fermement condamnée par l'Église, contribue largement aux 2 milliards de chiffre d'affaires affichés par la Weltbild, donc par les diocèses. Pire, il s'avère même que des dizaines d'œuvres de pédopornographie faisaient partie du lot. Le Vatican se retrouva donc rapidement impliqué dans un scandale d'exploitation et d'abus de mineurs, de pédophilie, de zoophilie, de nécrophilie et de toutes les pratiques sexuelles les plus horribles et les plus violentes que vous pouvez imaginer. Quand le monde découvrit les horreurs auxquelles avait pris part le Vatican, la sidération était telle que personne ne put y croire. C'est à ce moment-là qu'a choisi l'Église pour déclarer que ces ouvrages n'allaient plus jamais être distribués et qu'elle allait diligenter toutes les enquêtes nécessaires pour trouver les responsables. Chose qui n'arriva jamais pourtant. Aujourd'hui, ce groupe d'édition, propriété du Vatican, reste l'un des plus grands créateurs et distributeurs de pornographie dans le monde. Leur mafia. Bien que cela paraisse incroyable, il y a de sérieuses rumeurs qui laisseraient entendre que le Vatican serait actuellement l'un des pays où le blanchiment d'argent est le plus pratiqué, dépassant même le Panama et les Bahamas. Cela signifie que l'argent provenant de différentes organisations criminelles est amené au Vatican afin d'être blanchi en échange d'une commission très juteuse que les catholiques gardent pour eux, évidemment. Comment est-il possible que personne ne fasse rien à cet égard? C'est très simple. Les dirigeants de l'Église catholique ont leur propre système bancaire, ce qui facilite grandement les choses. Personne n'ose les interroger et ils profitent pour leur part de la confiance des millions de croyants pour continuer à s'enrichir et même parfois commettre quelques crimes. Le tout en toute impunité. Dégénéré, oui, mais satanique? Pendant longtemps, la rumeur sur du satanisme à l'intérieur du Vatican a persisté. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est qu'un prêtre important a un jour fait des confessions terrifiantes juste avant de mourir. Malachi Martin a affirmé que dans l'église de San Pablo, l'enceinte la plus importante du Vatican, était menée des rituels destinés à vénérer le diable. A priori, des manifestations horribles de démons se feraient pendant ces rituels, accompagnés de sacrifices d'humains ou d'animaux servant d'offrande au diable. Oui, vous avez bien entendu, il semblerait que le diable ait des adorateurs travaillant au sein même du Vatican. Les allégations de Malachi Martin n'ont cependant jamais été vérifiées. L'envoi d'enfants blancs à travers le monde pour assurer une majorité de blancs. Au XIXe siècle, l'Église a envoyé 150 000 enfants à travers le monde, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., pour assurer que la race blanche se reproduise et devienne majoritaire partout.
C'est le groupe catholique Christian Brothers qui a eu cette idée et qui l'a rendue possible. Les enfants n'étaient pas bien traités et servaient même d'esclaves. Ils travaillent le jour et se faisaient battre ou violer la nuit. La criminalité au Vatican. Tout le monde pense que visiter le Vatican est une expérience pleine de paix, d'harmonie et de sécurité. Toutefois, il faut cesser de se leurrer. Le Vatican est le pays le plus petit du monde, mais c'est également celui où on retrouve le plus de crimes par kilomètre carré. Oui, le Vatican aussi a son lot de voleurs, de racketteurs et d'arnaqueurs de touristes. Et cela doit être en grande partie parce que ce pays catholique ne compte qu'un seul juge et 130 policiers pour tenter de gérer ordre et justice. Conscients de cette importante déficience, les petits criminels en ont profité pour en faire leur paradis. La criminalité dans la cité du Vatican est générée en conformité avec l'article 22 des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'Italie, par lequel le gouvernement italien, lorsqu'il est recueilli par le Saint-Siège, engage des poursuites et la détention des suspects, aux frais du Vatican. Le Vatican n'a pas de système pénitentiaire. Les personnes reconnues coupables de crimes commis au Vatican accomplissent leur peine dans les prisons italiennes, les coups étant couverts par le Vatican. Au Vatican furent inventées les tortures les plus impitoyables. Punir, torturer ou tuer ceux que l'on considère comme des pécheurs n'a jamais représenté un problème pour le Vatican. Ce n'est donc pas surprenant d'apprendre maintenant que les moyens de torture les plus horribles, les plus douloureux et les plus inhumains qui ont pu être utilisés furent créés par les plus hauts représentants de Dieu sur Terre. Depuis la Sainte Inquisition jusqu'à nos jours, le Vatican continue à pratiquer ces terribles méthodes de torture contre ceux qui osent remettre en question ou désobéir à leurs croyances. L'une des plus utilisées et de loin la plus impitoyable est la torture par l'eau. Cette technique consiste à attacher les mains et les pieds de la victime afin de la rendre complètement immobile, à lui couvrir le nez pour l'empêcher de respirer, puis à lui placer quelque chose dans la bouche afin de la garder ouverte et l'empêcher de se fermer. Et pour finir, le plus terrifiant, à forcer la personne à boire 8 litres d'eau sans s'arrêter. La sensation de noyade est tellement horrible que les victimes implorent d'être achevées. Si ces pauvres victimes avaient été exaucées, elles auraient échappé au supplice de mourir lentement d'une déchirure de l'estomac. La ville du sexe silencieux. Après de nombreuses années, l'une des terribles vérités qui se cachent dans le Vatican a fini par éclater. Malheureusement pour lui, la pédophilie n'était plus un secret. Des prêtres qui violent des enfants, c'est l'un des actes les plus répréhensibles et inhumains qui puissent exister. Le plus affligeant est que ces actes déplorables sont commis par les plus grands représentants de la foi dans le monde. Au Vatican, de nombreux prêtres n'ont pas de scrupules, et leur malfaisance est telle qu'ils semblent amener l'enfer sur terre. Pourquoi se gêneraient-ils? Puisque lorsqu'ils sont mis à jour, au lieu d'être dénoncés, expulsés et punis par la loi des humains, ils sont simplement transférés d'une paroisse à une autre. Ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est que peu importe qu'ils continuent à commettre leurs crimes horribles et abjects envers d'autres enfants innocents. Un pape ne peut jamais aller en prison. Le souverain pontife jouit d'une immunité diplomatique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traduit devant les tribunaux. En effet, plus de 170 pays le reconnaissent comme ayant la plus haute immunité diplomatique. Le pape ne peut donc être jugé devant aucun tribunal au monde. Même s'il commet un quelconque crime, jamais il ne mettra les pieds dans un tribunal ou même dans une prison. La figure du pape est tellement intouchable qu'il ne peut être arrêté ni même contrôlé. Il ne pourra pas non plus jamais être mis en examen pour répondre de ses actes. Ses privilèges sont tellement importants qu'il pourrait commettre n'importe quel crime sans jamais être inquiété. Certains trouvent même qu'il est totalement aberrant que celui-ci se fait appeler le plus grand représentant de Dieu sur Terre et qui finalement n'est qu'un être tout ce qu'il y a de plus humain, puisse posséder autant de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Le vol de bébés en Espagne. Francisco Franco, homme d'État, général et dictateur, a décidé de faire de l'Espagne un endroit meilleur en volant des bébés non désirés. L'Église catholique était un grand supporter de Franco et aidait à contrôler les écoles, les maisons et les hôpitaux pour que Franco puisse facilement mettre en place son plan. Au total, il aurait volé 300 000 bébés aux parents pour les offrir en adoption illégale. Quand Franco est mort en 1975, l'Église a continué cette pratique et le vol de bébés a vu fin en 1987 seulement. Ainsi, selon les statistiques, ceux qui ont été adoptés en Espagne entre 1960 et 1989 ont 15% de chance d'être un bébé volé. Alors, qui est le diable maintenant, hein? Lequel de ces secrets sur le Vatican et l'Église catholique vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Voilà, le Vatican, tellement dans des crimes. Le Vatican ont leur banque. Donc, 8% quand il allait au Vatican, avec toute sa clique et claque, il donnait des millions au Vatican. Mais le Vatican, l'argent, ils ont leur banque. Donc ça veut dire le Vatican fait les mêmes transactions qu'on appelle les comptes écrans, comme les dictateurs des États-Unis, comme
la famille Clinton, qui sont à l'origine du sang qui coule au Congo RDC. Ils ont des comptes écrans au Canada. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas avoir des comptes écrans. Ça ne peut pas exister. Aux États-Unis, tous les comptes, ils ont les yeux dessus. Donc ça fait que les Clinton, qui sont à l'origine de beaucoup de crimes en RDC, ont leur compte écran au Canada. Mais avec des noms des autres personnes. Mais ça fait que tellement il y a des renseignements, des services, ils font sortir les comptes écrans. Voilà. Et il n'y a pas que la famille Clinton, vous savez. Clinton, compte écran. George Bush, compte écran. Barack Obama, compte écran. Parce que Barack Obama, pendant qu'on faisait les crimes en RDC terrible, Barack Obama était là. Il recevait Hippolyte Kanambe à la Maison Blanche. Il recevait Paul Kagame et Sassou Nguesso 8%. Voilà. La Maison Blanche, le Vatican, tous ces endroits-là, mafia sur mafia. La vérité doit être dite. C'est comme l'Élysée. On reçoit un Sassou. Sassou qui tue aux poules. Sassou qui appauvrit les populations. Sassou qui refuse de donner l'eau au peuple. Il est reçu à l'Élysée en grande pompe. Crime contre l'humanité. La vérité doit être dite. Là maintenant nous allons suivre quelque chose d'important. Parce que nous sommes dans le chemin de la vérité. Et la vérité triomphera. L'Église catholique, les religions sont le malheur de l'Afrique. Les religions ont tué notre Afrique. Oui, a tué l'Afrique. Tout à l'heure, après ce que nous allons suivre, nous irons sur autre bonne chose. Parce que c'est important. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Et l'heure de la vérité, nous devons comprendre pourquoi le Congo RDC va mal. Pourquoi toute l'Afrique va mal. Les religions importées sont à l'origine. L'Africain doit rechercher qui sont ses ancêtres. L'Africain doit rechercher qui l'a mise au monde. L'Africain doit rechercher qui est sa vraie mère et son vrai père. Car sa vraie mère c'est une noire. Son vrai père est noir. L'Africain doit arrêter de suivre l'homme blanc. Et l'Africain doit stopper d'être complexé de l'homme blanc. Parce que l'Africain, quand il a besoin de prendre le pouvoir, il est obligé d'aller en Belgique. Il est obligé d'aller en France. Il est obligé d'aller aux États-Unis. Les mêmes qui ont fait le code noir. Il y a un problème. Les mêmes qui ont tué Patrice Lumumba. Et l'ont découpé et ont gardé ses dents. Quelques de ses dents. Mais attendez, mais il y a un problème. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme noir? On l'a tellement abruti, oui, abruti avec l'histoire, la Bible, et tuer le cerveau. Voilà. L'homme noir abrutit tellement. La vérité triomphera. L'homme noir doit chercher à savoir qui était Kunta Kinte. L'homme noir doit savoir qui était Shaka Zulu. L'homme noir doit chercher qui était Simon Kimbangu. L'homme noir doit chercher à savoir qui était Kimpavita. Ça, c'est important. L'homme noir doit revenir dans ses origines. Arrêter à suivre l'homme blanc. Arrêter à suivre l'histoire de la Sainte Vierge Marie. L'histoire de Jésus-Christ. Est-ce que vraiment Jésus-Christ a-t-il existé? Point d'interrogation. Si Jésus a existé, si Jésus est là,
Comment ça se fait l'Afrique qui a tellement des églises catholiques, églises de réveil, mais l'Afrique va mal. C'est là où on tue plus des hommes. C'est là où on violente sexuellement la femme, qui est la lumière de la terre. On lui fait passer pour une chose sexuelle. Les enfants sont abusés sexuellement, la pédophilie. Les enfants sont des esclaves, on les met dans les champs des mines. Les enfants dorment dans des rues en RDC. Dans toute l'Afrique, il y a des enfants qui dorment dans les rues. L'Afrique centrale va mal. Mais il y a pas mal d'églises. Il y a un problème. Est-ce que les églises en Afrique sont réellement des églises spirituelles ou sont des églises satanistes? Point d'interrogation. On transforme les conteneurs en terrain d'agriculture. C'est-à-dire on va cultiver par exemple des fraises à l'intérieur de... De retour sur le plateau de la grande édition, l'heure est maintenant à l'échange et au débat. Comme tous les jeudis depuis quelques temps, nous parlons effectivement de l'Afrique noire et à cet effet, nous recevons Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir. Donc avant d'en venir à notre thématique qui sera un petit peu basée sur la religion, à quel point elle a été blanchie et comment elle a servi pour la manipulation géopolitique, à des fins vraiment géopolitiques, on va faire un petit point sur l'actualité. Sommet de Davos, donc en ce moment tous les plus grands chefs d'État, les PDG, les plus grands noms de la finance sont rassemblés en ce moment même à Davos, donc dans une station de ski en Suisse, pour discuter de l'avenir du monde, effectivement de comment sauver la planète entre guillemets. Et cette année, effectivement, ils ont pris une thématique. Attendez que je me retrouve. Construire un avenir commun dans un monde fracturé. Alors on est quand même à la 48e édition de cette rencontre à Davos. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux tout ça? Non, je pense qu'aujourd'hui les choses sont quand même beaucoup plus claires en termes d'intentions réelles. Et d'intentions masquées, les intentions masquées, les intentions réelles, je pense que tout le monde aujourd'hui voit bien la ligne de démarcation. Vous savez, on a des multinationales qui sont constamment en train d'inventer des modes de production agricole avec des engrais chimiques, des fruits qui vont pousser en hors sol. J'ai participé moi-même à une réunion où il était question d'essayer carrément d'avoir un oranger, c'est-à-dire des arbres fruitiers, mais l'oranger ferait directement le jus sans passer par le fruit. Ah, ça paraît spécial. Aujourd'hui, non mais il faut voir les choses aujourd'hui, on transforme les conteneurs en terrain d'agriculture. C'est-à-dire on va cultiver par exemple des fraises à l'intérieur des conteneurs en faisant de la lumière artificielle pour éviter la lumière du soleil. Donc on voit bien qu'on est dans une espèce de dérive, puisque ce qui est en fait le maître mot, c'est la problématique économique. Vous voyez, parce que qu'est-ce qui menace la planète si ce n'est que des intérêts économiques totalement débridés et avec des gens qui ont fait de la cupidité un mode de fonctionnement géopolitique. Ça, il faut se le dire clairement. On se rend même compte à l'heure d'aujourd'hui que, bon, c'est chiffré, donc 47 personnes, les 47 personnes les plus riches de ce monde détiennent autant de richesses que on va arrondir à 4 milliards de personnes. Je crois que c'est 3 milliards 800 millions. Oui, on voit bien qu'on est dans une espèce de dérèglement. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une chose. Dans notre tradition, il dit que l'univers est un système organisé qui ne supporte pas la désorganisation, ni à long terme, ni à grande échelle. Et je pense que vous allez assister, on parle de dérèglement climatique et compagnie, il faut savoir que la Terre est le reflet, c'est-à-dire c'est le miroir de ce qu'il y a dans le cœur des hommes.
Et les dérèglements que nous voyons, que ce soit sur le plan climatique et autres, ben, ça nous permet d'avoir la température du cœur des hommes, c'est-à-dire le respect accordé à la vie dans son ensemble et d'une façon générale. Et on voit bien qu'on y est vraiment très très loin. Et la chose, c'est que vraiment, on ne peut pas faire ce genre de réunion en essayant de créer une production agricole artificielle. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Mais sous fond de pouvoir sauver l'humanité, parce qu'effectivement, les terres agricoles sont de moins en moins présentes, qu'il faut trouver de nouveaux modes de culture plus économiques. Non, je pense que ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Et cette affaire de on ne peut pas nourrir toute la planète, c'est totalement faux. Vous savez que déjà la